Bonjour à tous et bienvenue sur le mug Nowtech. Comment vous allez mes petites citrouilles? Putain, au secours, sortez-moi de là. Bonjour à tous et bienvenue sur le mug. Restons sérieux, restons dignes. Aujourd'hui, ce n'est pas Halloween, mais on sera pas là le jour de Halloween. On va parler bien sûr de sujets tech aujourd'hui. On va beaucoup parler de pommes, beaucoup parler d'Apple, des résultats d'Apple, de grand iPad. On va aussi parler de Twitter et d'Elon Musk. Et je viens de perdre mon chapeau. Nous sommes le vendredi 28 octobre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous. Putain. Comment vous allez bien ce matin, mes petites citrouilles? Hmm. Je vais pas aller bosser juste pour voir ça, technique savoir. Bonjour à tous. Je vais pas faire longtemps la voix de celle dont il ne faut pas prononcer le nom, je vous le rappelle. Hein. Sinon, 7 heures de malheur. 7 ans de malheur sur ta famille. La dignité. Parlons-en aujourd'hui de la dignité. Effectivement. Oui, je vais pas faire trop parce que je vais me tuer la voix, comme d'habitude. Une journée de travail de malheur, tout à fait. On n'était pas prêt. En même temps, on est à 2 jours d'Halloween. Hein. J'ai plein de cheveux dans la bouche. Je vais me les mettre un peu en arrière d'ailleurs. Non, le plus horrible, c'est qu'en fait, ça m'appuie sur les paupières. Donc j'ai les paupières lourdes. Ça a transpiré. Non, mais je vais pas garder toute l'émission. C'est juste pas possible. Déjà, le chapeau, il tient pas. Ma trottinette est morte hier. C'était la journée de l'horreur. Le ridicule ne tue pas. Non, mais il rend ridicule. J'ai l'air là d'un vieux rocker. C'est horrible. Bah, au moins ce matin, vous faites des remarques sur mon physique, hein. Comme quoi, on peut reparler des trucs de genre, hein. Me problème de peau, mais tout de suite à catégoriser les choses. Tout de suite, tout de suite. Les gens qui découvrent l'émission ce matin, oui, c'est peut-être pas notre. D'habitude, c'est pas comme ça. Hein. Bon, donc vous devez tous me donner une friandise ce matin. Donc j'attends dans les emojis là les friandises, hein, quand même. Les traditions d'Halloween. Ah, je sais, c'est pas une tradition française. Je donnerai pas de bonbons. Moi, je fais des beignets pour la Toussaint. J'ai que des gaufres. Ça ira. Je prends. Je prends, je prends. Merci Alan pour ton petit bonbon. Merci Anna également. Il y en a qui jouent le jeu, c'est bien. Diego, une cerise. C'est dégueulasse, c'est naturel. Belette folle. Je veux des bonbons. Les bonbons, c'est pour les enfants. Pour les adultes, c'est la garde à vue. Ah ouais, je m'imagine sortir dans la rue comme ça. Mhm. Par les temps qui courent. C'est mieux pour les dents. Ta glow up en 2 jours. Exactement, c'est mon glow up aujourd'hui. Bon, comment vous allez bien? Un grand merci également à Eluvatar09, JQSH75, YZR, putain, en plus, c'est les pseudos les plus faciles là. 33, Docteur Guro, merci beaucoup pour vos contributions. Ils essayent de faire démarrer le train de la brousse, hein, le train de la hype. Ils sont que deux là ce matin, parce que j'ai cité Docteur Guro, mais c'était hier. On va les aider un peu, quand même. La compta valide, tout à fait.
Merci pour tous vos trick and treats. Trick or treats. Comment on dit en français déjà? Un bonbon ou une farce ou je sais plus quoi. Ah, je préfère en anglais quand même. Le train fantôme de la hype. Tout à fait. Oh là là. Le ballet de la hype, ouais. Exactement. Bon, on reprend notre sérieux. Hop, je m'attache les... Là, je fais vraiment vieux rocker, quoi. Il me faudrait une barrette pour m'attacher les cheveux. Ah, c'est absolument ignoble. Je vous l'accorde. J'ai pas de bonbons, mais j'ai du café. Écoute, ça ira, je prends tout. Merci Eluvatar également pour ta contribution ce matin. De quoi on va parler ce matin? Je vais essayer de garder un petit peu mon sérieux pendant 30 secondes. De quoi on va parler ce matin? On va beaucoup parler d'Apple. On va aussi parler d'Elon Musk et de Twitter ce matin. Mais on va commencer en parlant d'Apple, une formidable machine à dollars. Ah ouais, 90,15 milliards de chiffre d'affaires. À peine plus que nous. Avec beaucoup plus de zéros. On parlera effectivement des résultats d'Apple qui ont été publiés hier pour le quatrième et dernier trimestre fiscal 2022. Et Apple ne connaît pas la crise. Contrairement aux autres d'ailleurs. On parlera également, effectivement, suite et fin, Elon Musk officialise le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Il l'a fait façon Elon Musk, avec une blague pas drôle. Ce qui est encore moins drôle, c'est que comme il l'avait un peu dit, il est arrivé, il a commencé à licencier. Bon, alors c'est les dirigeants. Généralement, quand les dirigeants sont licenciés, on s'émeut peu. Mais je pense que pour les plus de 7000 personnes qui bossent chez Twitter, ils doivent les avoir comme ça. On en parlera justement. Nous parlerons également d'Apple qui tente de clore une polémique autour de la pub dans l'App Store. On avait un peu abordé le sujet. Là, on a la réaction d'Apple, la contre-réaction d'Apple. Qui a besoin d'un iPad Pro géant? Moi. Voilà, ça sera l'article de Frandroid. Et nous parlerons également de PayPal qui prépare l'enterrement des mots de passe avec Apple. PayPal, Apple, pote autour des mots de passe et surtout du futur des mots de passe, les passkeys. Ça sera le dernier article du jour. J'aimerais en profiter également pour vous dire qu'on parlera de HelloFresh. Ce matin, je vous présenterai l'unboxing de ma box HelloFresh que j'ai reçue hier soir. J'ai filmé ça. On analysera ça ensemble. HelloFresh que vous voyez ici, qui sont effectivement partenaires du mug. On les remercie d'être sponsors du mug cette semaine. Vous avez ici, là, vous avez un code promo absolument à utiliser. Code promo, on en reparlera tout à l'heure à la fin du Kawa. Kawa que je m'empresse de lancer. Tout de suite. Alors, pour la petite histoire, avant de commencer, je ne devais pas être déguisé en celle dont on ne doit pas prononcer le nom ce matin. J'avais prévu un autre déguisement que vous allez découvrir bientôt dans une prochaine vidéo. Oui, je spoil, j'ai le droit, je suis le patron. Mais on m'a planqué la moitié du déguisement. J'ai un déguisement de Captain Cook et on me l'a planqué. Donc, j'allais pas vous faire un demi-Captain Cook. Ça aurait fait un Captain Hook. Et ça aurait été beaucoup moins drôle. Donc voilà, je ne sais pas qui m'a planqué mon déguisement. Donc Léo, Guillaume, je ne sais pas où vous avez foutu la moitié de mon déguisement, mais j'appelle ça du sabotage. Exactement. Qui a fait ça? Je veux un coupable. C'est pour ton bien. Eh ben c'est raté. J'ai trouvé le vieux déguisement de celle dont il ne faut pas prononcer le nom. Voilà, Elisabeth Borne. Très très bon, très très bon. Ils ont une soirée ce week-end. On m'a piqué mon déguisement, c'est d'une honte. Bon, sur ce, est-ce qu'on ne commencerait pas le premier article? Est-ce que vous me permettez d'enlever mon déguisement, quitte à ce qu'on le remette un petit peu? Parce que là, j'ai très chaud.
Et de toute façon, je n'attends même pas votre autorisation. Je m'arrache les cheveux. Aïe, je m'arrache les cheveux. Je fais tomber le masque. Et oui, surprise, c'est bien moi. C'était un déguisement. Waouh, trop bien fait. C'est peut-être toi qui as oublié où tu l'as rangé. Non, t'exclus complètement. C'était donc toi. Oh, la surprise. La surprise, putain. L'électricité statique de la coiffure, c'est quelque chose. Non, remets-le. Non, là que je ne t'obéirai pas. Non, on va tâcher de faire quand même le kawa un petit peu sérieusement, tout à fait. Normalement, c'est à la fin des épisodes le reveal, oui, mais nous, on déstructure tout. Absolument. Fallait mettre un AirTag dans le déguisement, exactement. Allez, on commence effectivement avec le premier article. Hein, on est une revue de presse sérieuse, non? En vrai. On va parler effectivement d'Apple, formidable machine à dollars, 90,15 milliards de chiffre d'affaires. Alors que la crise mondiale perdure, Apple vient de publier ses résultats financiers pour son quatrième et dernier trimestre fiscal 2022, soit du 1er juillet au 30 septembre 2022. Malgré la crise et les conditions particulièrement complexes, pénurie de composants, pandémie, inflation, conflit dans le monde, Apple a réussi un tour de force en maintenant même légèrement sa croissance, montrant à la fois la solidité de la firme et celle de l'iPhone. iPhone, justement, comme chaque année, ce trimestre est traditionnellement un peu moins fort pour l'iPhone et les autres produits que la marque que le suivant. Le prochain trimestre, ça va être le trimestre des fêtes de fin d'année, traditionnellement, pour ce genre de produits, des très bons trimestres. Mais il permet de clore son année fiscale et de faire le point sur la santé financière de l'entreprise. Certes, la situation est toujours affectée par le contexte économique et politique actuel, entre la pénurie de pièces, le ralentissement de la production lié aux mesures sanitaires ou encore la guerre en Ukraine. Mais rien ne semble arrêter la machine iPhone qui a rapporté 42,626 milliards de dollars en chiffre d'affaires contre 38,868 milliards l'année dernière, plus 9,67% sur un an. Donc, en termes de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire qu'ils en ont vendu plus, forcément. Ça veut peut-être simplement dire qu'ils ont augmenté le prix dans certains pays. Suivez mon regard. Ces chiffres confirment l'excellent accueil des modèles 5G, malgré une couverture toujours inégale qui tend à s'améliorer. À noter que ce trimestre comptabilise les premières ventes des nouveaux iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max et aussi le fameux iPhone 14 Plus qui en a vu. Voilà, de son côté, l'iPhone 14 Plus ne sera pas dans les petits chiffres. Les clients de la pomme semblent toujours motivés à renouveler leur smartphone. L'avertissement du résultat de janvier 2019 a été bien oublié. Rappelons-nous, j'avais fait l'article sur les précédents résultats d'Apple. Effectivement, Tim Cook avait mis un warning. Il avait averti les investisseurs, il avait averti les marchés que les résultats d'Apple seraient probablement pas très bons. Il avait anticipé. Cette anticipation, elle a mené à quoi? Une augmentation des prix. Augmentation des prix, ce qui a permis à Apple, contrairement à d'autres, à maintenir effectivement leur croissance et un chiffre d'affaires en progression. Et là, je ne vous le fais pas, mais si on regarde les résultats d'un Google, les résultats d'un Microsoft qui s'apprête à licencier pas mal de monde, en fait, avant de réagir, ouais, mais Apple, ils nous prennent de plus en plus d'argent, donc c'est normal qu'ils soient en croissance. Et je défends pas ce que fait Apple, mais mettez-vous dans la perspective d'un Tim Cook. Lui, il va dire, écoutez les gars, moi je dirige pas trop mal mon entreprise, je vire personne. En période de crise, j'arrive à rester en croissance. Les gens continuent à acheter mes produits malgré mes prix. Donc j'ai plutôt fait de la bonne gestion d'entreprise. Je dis pas qu'il a raison avec ce point de vue, je dis que c'est un point de vue. C'est un point de vue capitaliste, libéral. Arriver à garder une entreprise en croissance en pleine crise économique, c'est pas mal. C'est de la bonne gestion d'entreprise, on va dire. En tout cas, d'un point de vue capitalistique. Voilà, pour clore le débat. Parlons de l'iPad. Par contre, l'iPad, ça va pas très bien.
Après des mois plus que florissants, l'iPad a été stoppé dans sa lancée. Voici 2 trimestres et rapporte aujourd'hui 7,174 milliards de dollars, moins 13,06% par rapport aux 8,252 milliards de 2021. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Avec la dégradation des conditions sanitaires et le maintien du télétravail, les utilisateurs ont déjà acheté le matériel. Il y a eu des très bonnes ventes d'iPad pendant les confinements, ça s'est tassé. Comme dirait la baleine, ça s'est tassé. De plus, les rumeurs d'un renouvellement de la gamme des iPad Pro, confirmées la semaine dernière, auront refroidi de nombreux acheteurs. Pour ce trimestre ont été comptabilisés de nombreux modèles, l'iPad Pro M1, l'iPad Air 4, mais aussi l'iPad 9 et l'iPad Mini 6. Il faudra attendre la fin de l'année pour connaître le réel impact des nouveaux iPad Pro M2 et du nouveau iPad 10. Voilà ce que j'en pense. Voilà, vous avez déjà mon avis avant même que je sorte la vidéo de ce que je pense de l'iPad Pro M2 et du nouveau iPad 10. Voilà. Voilà, c'est mon analyse des marchés à base d'onomatopée. Ah, c'est pas mal. Ça s'est tassé, disait la baleine. Je m'en cache à l'eau. Pas mal, Patanouk. Pas mal, pas mal. Exactement. L'iPad 10, c'est l'iPad Pro. Les Mac. Comment vont les Mac ? Après plusieurs trimestres glorieux, les ventes de Mac se refont une santé après un trimestre de baisse avec 11,508 milliards de dollars contre 9,178 milliards de dollars en 2021, soit plus 25,39%. Ce retour vers les sommets aurait très bien pu se voir contrarié par les ralentissements importants des cadences de production en Chine, entre pénurie de composants et reprise de la pandémie. Mais fort heureusement pour Apple, il n'en est rien. L'ensemble des ventes des Mac M1 se trouve comptabilisé avec le Mac Mini M1 et l'iMac M1, la deuxième génération avec les M1 Pro Max, le MacBook Pro 14 et 16 pouces, et aussi avec les Mac Studio. Mais ce sont surtout les MacBook Pro M2 comptabilisés sur la totalité du trimestre et un peu le MacBook Air M2 qui semble faire bouger les compteurs. Dévoilé le 6 juillet dernier, ce dernier n'a été commercialisé que le 15 juillet, mais se trouve déjà dans le refurb depuis ce matin. On trouve déjà des MacBook Air M2. Donc, c'est la preuve que personne n'écoute mes vidéos. Voilà. Vous avez acheté du M2, alors que j'avais dit que c'était pas la peine. Personne ne m'écoute. Voilà. Voilà, les limites de l'influence. On ne sert à rien, en fait. Personne ne fait ce qu'on dit. Franchement, je ne sais pas pourquoi on fait tout ça. Les services. Finalement, Apple se distingue encore et toujours par ses nombreux services qui affichent une nouvelle croissance sans faille. Plus 4,98% sur une année, passant de 19,604 milliards à 19,188 milliards de dollars sur un seul trimestre. Rappelons qu'ils englobent iTunes, Apple Music, Apple Care, Apple Pay, les revenus issus des licences, mais également Apple Arcade, Apple TV+, dans cette rubrique. Cupertino place également les revenus issus de Apple Music Voice, Fitness Plus ou encore Apple One. Comme d'habitude, Apple ne ventile pas ses résultats. Ventiler ses résultats, ça veut dire les détailler, en gros. Si vous ne connaissez pas le terme. Ne ventile pas ses résultats et il faut se contenter du discours très optimiste de Tim Cook et de Luca Maestri. Ces derniers sont en effet passés maîtres dans cet exercice. Il reste à connaître cependant les répercussions qu'auront les récentes augmentations des abonnements d'Apple TV, Apple Music ou Apple One dévoilées en début de semaine. Donc ça sera intéressant le trimestre prochain de voir si l'augmentation des prix des services a une conséquence, c'est-à-dire est-ce que les gens vont arrêter de s'abonner aux services Apple à cause de l'augmentation des prix. Wearables, Home et Accessories. Enfin, du côté des wearables, on constate là aussi un joli rebond après les baisses de 2 trimestres précédents. Certes, la hausse est légère, mais elle constitue un début de courbe ascendante pour cette section à succès qui regroupe l'Apple Watch, les AirPods 3, Pro 2, Max,
le HomePod mini, mais également l'Apple TV 4K, les AirTags ou les produits Beats. Elle affiche ainsi une très belle hausse de 9,85% sur une année enregistrant 9,650 milliards de dollars, 8,785 milliards lors du même trimestre l'an dernier. Et après, justement, au regard du contexte économique et des tensions géopolitiques autour de l'Ukraine, pour l'avenir, Apple doit continuer de se montrer prudent en raison de l'évolution de la pandémie, de la pénurie de pièces et de composants, ou encore de l'augmentation des procédures des enquêtes pesant sur l'App Store, notamment des lois antitrust qui risquent de leur tomber dessus. Mais c'est quand même des chiffres de malade mental. Apple non seulement ne connaît pas la crise, mais réussit effectivement le tour de force de faire 90,15 milliards de chiffre d'affaires en période de crise. Donc, vous pouvez voir, on peut voir les choses de plusieurs côtés, et c'est tout à fait légitime. Ils ont maintenu et ils ont augmenté leur croissance en augmentant leur prix, sans chasser les consommateurs. Manifestement, les gens continuent à acheter au prix que demande Apple sur leurs produits. Donc ça, on pourrait disserter des heures et des heures là-dessus. Vous êtes beaucoup à dire, mais tous ces cons, ils sont beaucoup quand même les cons, du coup. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup... En fait, ça veut quand même dire qu'il y a une majorité de pigeons. Sur le raisonnement que les gens qui achètent du Apple au prix que demande Apple sont des gens stupides, ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de gens stupides. Vous êtes en droit de le penser. On pourrait aussi dire que Apple continue de faire des bons produits qui répondent à une demande d'une certaine clientèle, qui peut-être ne s'y connaît pas, mais en tout cas qui satisfait une certaine clientèle, qui est très nombreuse quand même manifestement, et qui est prêt à payer le prix même si Apple l'a augmenté. Donc on peut dire ça aussi. On peut dire aussi que Apple est une vilaine entreprise capitaliste qui, en période de crise, augmente les prix. On peut dire aussi que Apple, en maintenant sa croissance et en maintenant son chiffre d'affaires, j'ai pas les chiffres ici, mais Apple continue à embaucher des gens. Donc, si on est sur une perspective de la création d'emplois, alors que, par exemple, Microsoft est en train d'en licencier. Donc, il y a toujours plein de manières différentes de voir les résultats d'une entreprise. Mais je vous l'avais dit dans la vidéo pourquoi Apple est si cher. Je pense, moi, fondamentalement, qu'Apple est une entreprise qui a été traumatisée par les années 90. Apple qui allait extrêmement mal. Apple qui a failli disparaître. Je sais que les plus jeunes d'entre vous, enfin pas si jeunes que ça maintenant, mais en tout cas... Les moins de 22 ans ne se rendent pas compte dans quelle situation était Apple dans les années 90. Apple a failli disparaître. Il y a la phrase célèbre du patron de Dell qui avait dit « Moi, si j'étais à la place d'Apple, en gros, je jetterais l'éponge parce que Apple ne vaut plus rien. » Et que quand Steve Jobs est revenu, je ne sais pas, je ne me mets pas à sa place, mais... Ok, il a inventé les iMac, enfin il a inventé, ils ont mis sur le marché les iMac bonbons, etc. Ça a relancé l'iPod, etc. Mais je pense aussi, fondamentalement, qu'ils ont changé leur culture financière, Apple. C'est-à-dire que ça doit être écrit en lettres rouges au-dessus des bureaux de la finance chez Apple. Personne n'a le droit de faire moins de 30% de marge, quel que soit le produit. Vous vous démerdez comme vous voulez, mais vous allez conquérir des marchés si vous voulez, mais on ne fait pas de la conquête de marché en rognant sur les marges. Et ça, c'est une culture qui, d'un point de vue financier, a vraiment bien réussi à Apple. Ne jamais faire de concessions sur la marge. Donc, après, on peut penser ce qu'on veut du système capitaliste, ça c'est un autre débat, mais dans un système d'économie de marché capitaliste, Apple a quand même la clé d'un certain succès.
Je regarde un petit peu ce que vous en avez à dire. Steve Jobs a appris de sa première expérience et s'est fait entourer par une compagnie saine. Ouais, mais je pense vraiment, et ça peut être une décision pour une entreprise. Parce que souvent les entreprises, et Steve Jobs aurait pu dire, la priorité pour Apple, c'est de reconquérir des parts de marché. Donc il faut qu'on vende des Macs. Donc on va les vendre moins cher pour avoir plus de clients. Ça aurait pu être une stratégie. Et parfois ça marche. Apple a une stratégie inverse. Nous, maintenant, nous devons faire les produits les plus rentables possibles, les plus profitables possibles, donc avec la marge la plus épaisse possible. Donc, quel est le point où les gens vont continuer à acheter nos produits et où nous, on fera toujours un minimum de 30% de marge? Bah, en fait, oui, Apple est cher, mais au-delà de se dire Apple est cher, c'est toujours intéressant de se dire, et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo, pourquoi Apple est cher. Et c'est qu'on soit pour ou contre, qu'on trouve ça dégueulasse à gerber, ça c'est un autre débat, mais c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi une entreprise a une certaine stratégie. Et la stratégie de prix d'Apple, elle est intéressante à décortiquer en fait. Et force est de reconnaître que ça leur réussit vraiment bien. En période de crise, arriver non seulement à maintenir ta rentabilité, ne pas perdre d'argent, ne virer personne, mais augmenter ta croissance, bah, d'un point de vue capitalistique, c'est un tour de force. Après, comment ils le font? Est-ce qu'ils exploitent? Est-ce qu'ils ont des pratiques commerciales qui sont illégales? Ça aussi, c'est quelque chose dans lequel il faut mettre son nez. Un pays n'est pas une entreprise, je suis tout à fait d'accord, Laurent. Avec un écosystème pareil, ils peuvent se permettre de faire 30% de marge. Bah, en tout cas, en maintenant un minimum, c'est un minimum, hein, il y a des produits où ils font plus de 30% de marge. Mais en maintenant cette politique, les gens, et en maintenant une certaine qualité de produit, parce que les gens, en tout cas, attribuent une qualité aux produits Apple, les gens sont prêts à payer ces 30% de marge, et ça n'a pas freiné les consommateurs. Ils viennent d'augmenter leur prix, il va falloir si la durée des ventes, si les ventes se maintiennent. Je te prends le pari que oui, parce que c'est pas la première fois qu'Apple augmente ses prix. Apple augmente régulièrement ses prix. Et chaque année, il y a des gens qui disent oula, Apple va trop loin, les gens vont pas acheter. Après, bon, vous verrez, sur l'iPad, je pense que là, ils ont pris une mauvaise décision cette année. Mais ça, c'est mon opinion. Et de toute façon, mon opinion, tout le monde s'en fout, puisque personne n'écoute nos vidéos. Euh, Ça a freiné les clients dans le sens où ils vont moins renouveler leurs produits. Perso, je suis passé à tous les 3 ans sur l'iPhone. Oui, mais c'est là où Apple est vraiment malin, Maison Harkonnen. C'est que leur service augmente énormément. Donc Apple est en train de changer de stratégie. Ils savent très bien que les iPhones, et même ils encouragent, si tu écoutes la dernière keynote d'Apple, le dernier event, ils encouragent à garder les iPhones de plus en plus longtemps. Tant que tu leur achètes des services à côté, ils sont contents chez Apple en fait. Faux, moi je t'écoute, mais je regarde pas tes vidéos. C'est encore pire. Si, si, ils ont augmenté le prix des abonnements là, il y a une semaine. Comment ça, j'ai une araignée derrière moi? Mais non. Ça, c'est Ara. Ara Ara. La petite Cnid. C'est une petite peluche. Elle est sympa, regardez. Pas du tout effrayante. Euh... Non, je suis plus invité au barbecue. Depuis que je parle comme ça d'Apple, Apple, ils veulent plus de nous, hein. Attends, t'as vu nos dernières vidéos où on dit que l'iPhone 14 est une blague, tu penses que Tim va continuer à m'inviter au barbecue? C'est hors de question. Et je le comprends, je le comprends. Euh,
pensez-vous que les augmentations de prix cette année et la blague iPhone 14, ça va se répercuter sur leur image? Eh ben, t'es curieux, je vais te donner mon pronostic. D'ailleurs, les premières analyses le confirment. Euh, Ils vont vendre des iPhone 14 Pro par wagon. Par wagon. Peut-être que le 14 va se vendre modérément, le 14 Plus pas très bien, mais le 14 Pro se vend par wagon. Donc non, ça n'aura aucun impact sur leur image. C'est mon analyse, hein. C'est de la critique constructive parce qu'on sait bien qu'au fond, vous êtes Apple fanboy. Si ça vous plaît d'y croire, croyez-y. Propose à Tim un droit de réponse dans le mug, bien sûr, il va venir. 2023-24 sera décisif sur le modèle économique que tu décris. Pas certain que ça soit aussi simple pour Apple. Écoute, Far Ketchup, je t'entends et tu as peut-être raison. Mais chaque année, moi j'étais à une émission de Frandroid où il disait, il y a 5 ans, hein, il disait ah là, c'est le début de la fin pour Apple. En fait, depuis que je fais ce métier, chaque année, certains disent là, Apple, ils ont pris personne va acheter ça. Ils ont pris que des mauvaises décisions. Et en fait, et c'est ce qui m'a fait dire, justement, avec du recul, que nous, les technophiles, on comprend pas très bien la stratégie d'Apple parce qu'on la juge avec notre profil de technophile et que Apple ne fait pas des produits pour les technophiles. C'est ça, en fait. Nous, on a une analyse en disant mais comment les gens peuvent acheter un écran pareil sur, tu sais, les histoires des écrans, des iPhone 10, 10S et tout ça. Mais les gens, comment ils vont... Ben, c'est ridicule cet écran. Ça s'est vendu comme des petits pains. C'est exactement ce que les gens voulaient. Et en fait, les gens s'en foutent de l'écran. Donc, c'est là où, pour bien comprendre Apple, je pense qu'il est important de comprendre que Apple ne fait pas des produits en réfléchissant à nous, ceux qui regardent le mug. Apple fait des produits en réfléchissant à un public qui ne regardera jamais le mug, en fait. Le chiffon d'Apple, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur pourquoi Apple est cher. C'est un coût marketing, le chiffon d'Apple, qui a contribué à deux choses. Finalement, au fond de toi, tu dis c'est ridicule le chiffon d'Apple, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même à 25 € un des meilleurs chiffons du monde. Honnêtement, nous on l'a, c'est un excellent, pour nettoyer des saletés sur des écrans et tout, honnêtement c'est le meilleur chiffon qu'on ait jamais eu. Donc Apple a réussi à faire deux choses avec ce chiffon, à implanter dans la tête même de ses haters, puisqu'ils ont relayé en disant mais c'est scandaleux, c'est ridicule. Donc tout le monde a relayé l'opération marketing d'Apple et en faisant passer deux idées majeures. Qu'Apple ne fait aucun compromis, même quand il s'agit d'un chiffon. Que Apple traite tous ses produits comme des produits Apple. Et deuxièmement, que Apple est une marque, effectivement, avec des prix hauts, donc différenciants. Donc ils ont renforcé le côté signe extérieur de richesse qu'apporte Apple. Donc c'est une extraordinaire leçon de marketing par le prix, le coût de la chiffonnette Apple. Parce que tout le monde en a parlé et les indignés de la chiffonnette Apple, c'était prévu dès le départ. Vous avez participé au marketing d'Apple en fait. On en a parlé hier déjà, Jojo, de l'effondrement boursier de Meta. Donc je ne vais pas réaborder le sujet aujourd'hui. Allez, putain, il est 8h34. On continue dans les articles. C'était un article de nos amis de chez Mac Forever. Article suivant, on va parler d'Elon Musk et de Twitter. Suite et fin. Elon Musk officialise le rachat de Twitter pour 44 milliards.
Après des semaines d'imprévus, le feuilleton de l'été a fini sa course à la Toussaint, en effet, et sauf un énième rebondissement, c'est pas exclu qu'il n'y en ait pas un, d'ici demain minuit, c'est-à-dire aujourd'hui, la date limite fixée par la justice américaine pour entériner l'opération, Twitter tombera sur le contrôle d'Elon Musk pour quelques 44 milliards de dollars. Dans un tweet de quelques lignes, le patron de Tesla et de SpaceX annonce qu'il a effectivement acquis le réseau social car il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine sans recourir à la violence. Ce qu'il a fait, alors j'ai pas appris les articles le plus long sur le sujet, histoire qu'on puisse s'exprimer. Ce qu'il faut savoir, bon, il y est allé de ces blagues muskiennes dont il a l'habitude. Il est arrivé avec un lavabo dans les bureaux de Twitter, puisqu'il y a une expression en anglais qui dit "let's sink in". En gros, allez, comment on pourrait traduire "let's sink in"? Bref, et un sink, c'est aussi un lavabo. Voilà. Donc, très rigolo. Enfin, je hausse les sourcils en disant ça. Je me mets à la place des 7500 employés de Twitter qui voient leur nouveau patron débarquer avec un évier, un lavabo, dans les bureaux, quoi. Genre, je vais être viré ce soir et le mec fait une blague, quoi. Super! D'ailleurs, si vous voyez des photos des employés de Twitter quand Elon Musk est venu faire son speech dans les bureaux hier, beaucoup, ils ont les bras croisés. Les bras croisés, c'est un signe de défense, hein, en règle générale. Il a également changé son titre. Maintenant, il s'appelle The Chief Twit. Twit, en anglais, ça veut dire crétin aussi. Donc, jeu de mots. Chief Twit, parce que lui, il n'arrête pas de dire maintenant, comme il a été obligé par la justice américaine d'aller jusqu'au bout du rachat, il s'est retrouvé coincé avec ses 44 milliards de dollars, alors que très honnêtement, Twitter ne vaut pas 44 milliards de dollars. C'est clair. Pour moi, c'est clair. En tout cas, aujourd'hui. Ouais, je l'ai dit, Chief Twit, c'est crétin en anglais. Donc, bien évidemment, il a licencié un certain nombre de dirigeants déjà hier, notamment le CEO, le CFO, Chief Financial Officer, le directeur des finances. Il a aussi licencié la responsable de celle qui avait décidé qu'il fallait bannir Trump de Twitter. Elle a été licenciée également. Pour les employés, il essaye d'être rassurant en disant je vais pas licencier tout le monde, machin, mais je peux vous dire, et en lisant de nombreux articles ce matin, les employés de chez Twitter ne sont absolument pas rassurés sur leur avenir et l'avenir de Twitter. Donc... Vous le savez, moi, j'aime beaucoup Twitter, malgré le fait que Twitter est devenu, par certains aspects, une benne à ordures, nauséabonde, dégueulasse, qui dégouline de jus de poubelle. J'aime Twitter. Voilà. Ça me fait un coup. Ça me fait un coup parce que, honnêtement, je sais vraiment pas ce que va devenir Twitter. Sink in, oui, ça veut dire rentrer en profondeur. C'est ça que je cherchais. Merci, Siro. On a déjà beaucoup parlé de la vision que Elon Musk a laissé entreapercevoir, mais avec Elon Musk, il y a toujours un deuxième jeu, un troisième jeu, un dixième jeu. Il dit pas exactement ce qu'il pense. Il dit tout et son contraire, deux tweets d'intervalle. C'est très difficile aujourd'hui d'affirmer ce que Elon Musk va vraiment faire. Aussi bien, il va rien faire. Peut-être qu'il va complètement se désintéresser de Twitter et le laisser crever et perdre ses 44 milliards de dollars. Il en est tout à fait capable. Ça, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Ce qui me ferait chier, parce que moi, j'ai pas envie que Twitter disparaisse. Il y a des choses où je suis d'accord avec Elon Musk.
Après, les méthodes qu'il préconise ne sont pas celles que je préconise, mais pour moi, Twitter est un réseau social important, différent. Ce n'est ni Facebook, ce n'est ni TikTok, ce n'est pas Instagram. C'est un réseau social et je sais toute la merde que trimballe Twitter. Mais je sais aussi que Twitter, c'est Twitter qui a permis le MeToo, c'est Twitter qui a permis à certaines voix minoritaires de s'exprimer et d'avoir un porte-voix. C'est un négatif dans tous les... Ça, c'est... Putain, très bon mot. Twitter est le négatif du monde, dans les deux sens. C'est à la fois la photo du monde à un moment T et une photo extrêmement négative du monde, parce que ça trimballe beaucoup de négativité. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, je m'auto-congratule pour ce bon mot. Bravo, monsieur, bravo. Que d'esprit. Ouais, pas mal. Jérôme qui s'étonne de ses propres jeux. Génie. Merci Alain. Tu fais ma journée. Euh... Question bête sûrement, mais pourquoi les dirigeants ont-ils accepté cette offre? Très honnêtement, si ton entreprise, quelqu'un est prêt à la racheter pour quasiment le double du prix qu'elle était estimée, surtout tes investisseurs vont te dire, écoute, gars, vends. Et en fait, Twitter n'appartient absolument plus à ses fondateurs. Jack Dorsey, il a encore des parts, mais il n'est plus du tout majoritaire chez Twitter. Donc, ce n'est plus l'entreprise Twitter qui a été fondée. Elle appartient à des actionnaires, en fait, essentiellement, qui nomment un CEO, etc. Là, l'offre était trop belle, 44 milliards de dollars, alors que c'est une entreprise qui est toujours pas rentable. C'est pas mal. Non, Twitter n'est absolument pas rentable, hein. Tu es un génie, Jérôme. Merci. Continuez. Ça me fait du bien. Ah, je me baigne dans vos commentaires positifs. Grâce à Twitter, j'ai les liens Telegram pour voir les matchs de foot. Matt, j'aime ton raisonnement terre à terre. Pourquoi 44 et pas 32? Ah ah. Ah ah. Comment il a fixé ce prix? Ça s'appelle une valorisation. En fait, Twitter a une certaine valorisation qui est estimée par des experts. Combien l'entreprise pourrait valoir? Pas ce qu'elle vaut, mais pourrait valoir. Et par rapport à ça, quand tu fais un achat offensif, ce qu'a fait Elon Musk, bah, il faut proposer plus que la valorisation. Et lui, à sa manière un peu joueur de poker, il a fait, allez, 44 milliards. Hein? Et là, les mecs ont fait, ok. Il avait, En fait, honnêtement, ça s'est passé comme ça. Pour moi, et je fais vraiment de l'analyse de ce que je comprends d'Elon Musk. Elon Musk est un fanfaron, un milliardaire fanfaron. Il a voulu faire le malin avec ses 44 milliards. Ensuite, il a bien vu que l'entreprise ne valait pas 44 milliards. Il a sorti de son chapeau, ouais, mais il y a trop de fake et tout, ça vaut. Il a essayé de renégocier le prix après avoir. En fait, c'est comme si au poker, il avait fait tapis et après, il avait essayé de négocier en disant non, mais les mecs, allez, c'est pas vrai, quand même, je veux pas quand même payer ça. Bah si. Et si. Et l'État, et justement, le droit américain lui a dit attends, tu fais pas une promesse de vente comme ça. Parce qu'il a signé la promesse de vente. Et si vous avez acheté une maison, une voiture, vous savez ce que c'est qu'une promesse de vente. C'est quand même une inscription, tu as le droit d'en sortir, mais t'as pas n'importe quel droit pour en sortir. Donc, pour moi, il s'est fait avoir à son propre jeu. Hein. La capitalisation actuelle, l'estimation, c'est 38,61 milliards de dollars US. Ouais. J'ai dit quoi? J'ai pas dit promesse d'achat? Oui, je voulais parler de promesse d'achat, pardon.
On dirait un gamin. Bah ouais, il a un comportement de gamin, quoi. La semaine prochaine, j'ai hésité à proposer plus, mais finalement, j'ai gardé mon argent et j'ai acheté une paire de baskets. T'as eu raison. Tamamushiro Phoenix Kusu. J'ai bon. Euh, Donc, que va devenir Twitter aujourd'hui, demain et après-demain? Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je pense sincèrement qu'il y a une chance sur deux pour que rien ne change. Qu'en fait, Elon Musk peut complètement s'en désintéresser. Il y a également une chance sur deux qu'il fasse vraiment de la merde. Que ça devienne vraiment le royaume de la droite, on va le dire, de l'extrême droite. Parce que là, en gros, comme c'est un libertarien, c'est-à-dire qu'il veut un maximum de liberté de parole, ce qui peut sembler bien hein, sur le papier, mais ça veut dire laisser la parole à tout le monde. Tout le monde a le droit, effectivement, de s'exprimer. Ce qui peut, et ça on l'a vu, effectivement, avec les histoires de Trump, de l'extrême droite américaine, etc., poser quand même des problèmes, et des sérieux problèmes. On pourra pas refaire tout le débat ce matin sur qu'est-ce que la liberté de parole. La liberté de parole doit-elle avoir des limites? C'est là, on arrive à des trucs de philo. C'est des débats extrêmement compliqués et c'est un peu le problème d'Elon Musk. Moi, les mecs qui ont des solutions simples à des débats compliqués, ça me fait toujours peur. Donc, ça peut aussi devenir n'importe quoi, hein, Twitter dans les années à venir. Hein. Euh, Faut-il vendre ou garder les titres Twitter d'après... Je veux pas vous donner des conseils ou des mauvais conseils. Euh, Moi, si j'avais des titres Twitter, ouais, je pense que je les aurais vendus. Mais après, tu sais, Elon Musk, on peut le critiquer tout ce qu'on veut, il réussit quand même des trucs pas mal en termes capitalistiques. Peut-être qu'il va arriver à rendre Twitter profitable. Peut-être, on n'en sait rien, ça fait partie des hypothèses. Ça fait partie des hypothèses. Mais là, aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus d'inquiétude que d'optimisme envers Twitter. J'espère me tromper, mais je pense que pour moi, c'est un triste jour. Et je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est une page qui se tourne. Et c'est une page importante de mes 20, on va dire mes 15 dernières années. Twitter a été quelque chose de très important pour moi. Et ça reste mon réseau social favori, malgré toute la merde qu'il y a dessus, quoi. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Allez, on passe à l'article suivant. On aura d'autres occasions de s'en reparler. Et attendez, hein, connaissant le bonhomme, même si là, aujourd'hui, il a signé et tout, il peut y avoir des retournements de situation. Ça devient de plus en plus complexe, mais attendons ce soir, minuit aux États-Unis. Je ne sais pas d'ailleurs quel créneau horaire, mais il peut encore y avoir des rebondissements. Euh, donc, on verra. Des fois, il va revendre Twitter très vite, où il y a une obligation de durée. Bah, je pense qu'il aura déjà du mal à le revendre à 44 milliards de dollars. Faut voir. Sois Patrice, ça ira peut-être bien. J'avoue que je suis pessimiste, mais j'espère me tromper. Allez, on continue effectivement dans les articles. Apple tente de clore une polémique autour de la pub sur l'App Store, un article de iPhone.fr. Depuis ce matin sur l'App Store, de la publicité a fait son apparition. Concrètement, les développeurs peuvent ainsi diffuser des annonces sur leur application dans certains onglets de la boutique en ligne, tels que vous pourriez aussi aimer.
de vives critiques sur la publicité sur l'App Store. Séduisante sur le papier, cette initiative a très rapidement été critiquée par certains d'entre eux sur Twitter. Et pour cause, ces derniers ont repéré que les publicités pour des applications de jeux d'argent étaient présentes. Également, d'autres critiques ont ensuite profité pour s'enfoncer dans la brèche. Certains affirment en effet qu'Apple s'éloigne de ses valeurs d'entreprise en proposant ainsi de la publicité, ce qui n'était pas vraiment son modèle économique d'origine. On reviendra là-dessus. De son côté, l'expert juridique Florent Mueller estime que ces annonces sont un moyen détourné de taxer les développeurs en les forçant à prendre de la publicité pour que les clients continuent de les retrouver sur la boutique d'applications. Dans une réponse adressée à nos confrères de MacRumors, Apple, donc le géant de la tech, a annoncé sobriement, il a réagi à ces trucs. Ils ont simplement dit « Nous avons mis en pause les publicités liées aux jeux d'argent et quelques autres catégories sur les pages de produits de l'App Store. » Donc en gros, ils ont quand même réagi au bad buzz d'app de jeux d'argent où les mecs avaient payé de la pub et qui étaient mis en avant. Ils ont stoppé ça tout de suite. En tout cas, ils ont mis en pause. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle stratégie pourrait rapporter gros à la marque à la pomme. Je déteste quand on dit la marque à la pomme. Bref, selon le journaliste Mark Gurman, la société pourrait récupérer 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an grâce à la publicité sur l'App Store. Alors, plusieurs choses à décortiquer. On vous l'a souvent dit, on a même fait des vidéos là-dessus. Apple ne fait pas de business dans la publicité. C'est faux. C'est maintenant factuellement faux. Apple commence à faire du business dans la publicité. Donc, ils ont changé leur fusil d'épaule. Là où j'ajouterais des nuances. Apple, alors pour l'instant, Apple ne rentre pas dans le business du tracking de vos comportements sur Internet, donc la collecte des données de vos comportements sur Internet, afin de revendre à des agences tierces un profiling publicitaire, un profiling marketing de l'espace ciblé. Apple a une régie publicitaire dédiée à l'App Store. Ils vont utiliser vos données comportementales quand vous êtes dans l'App Store pour vendre de l'espace publicitaire ciblé dans l'App Store, mais pas en le revendant à une agence extérieure de l'App Store. Donc, c'est une nuance quand même importante à apporter. En gros, Apple ne devient pas Google. Alors, pour l'instant, vous avez le droit d'être sceptique sur le fait que Apple, peut-être qu'un jour, ils vont succomber et se dire Google, ils se font des couilles en or avec leur business model. Nous aussi. Donc, ça, c'est la première chose. En fait, non, c'est même la seule chose que j'ai à dire, avant de vous donner un petit peu la parole. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, et là, les gens vont dire « Jérôme, tu es un fanboy complètement aveuglé. » Non, j'essaie juste de garder la tête froide. Pour moi, il y a une sérieuse nuance entre mettre de la pub sur l'App Store pour les apps et devenir Google. Il y a encore un monde entre les deux. Après, est-ce que ça me fait chier qu'Apple commence à mettre de la pub dans son App Store ? Oui, d'un certain côté, oui. Il était plus facile de dire Apple a zéro business dans la publicité. Jess qui me dit Jérôme, tu es un fanboy complètement aveuglé. Bah oui, faut croire. Après, voilà, j'aurais préféré qu'ils ne le fassent pas. Maintenant qu'ils le font, je dis quand même si je sais que vous allez plus cliquer sur un titre, ou si je faisais une vidéo et que je mettais Apple devient Google, aussi pourri que Google, j'aurais beaucoup plus de clics que si mon titre était Apple s'ouvre à la publicité mais avec une forme de nuance. Déjà, ça ferait un titre plus long, un peu chiant. Non, alors on n'a jamais dit McFlurry aux truffes que Apple faisait zéro business dans la publicité parce que je le sais,
puisque j'ai déjà travaillé pour eux il y a 15 ans, Apple a toujours eu une régie publicitaire. Mais c'est infime. C'était infime. Là, ils lancent effectivement un nouveau produit publicitaire sur l'App Store. Mais j'ai toujours su que Apple avait une régie publicitaire quand même. Mais tu vois, ça déjà, c'est une différence. Apple a une régie publicitaire internalisée. Ils ne vendent pas à des régies publicitaires. Non, je travaillais pas chez Apple, mais comme je travaillais dans la pub, il m'est arrivé de faire de la pub pour Apple. Et d'ailleurs, c'est chiant. Oh, tellement chiant de faire des pubs pour Apple, tu peux rien faire en tout cas. En créa, tout est envoyé des États-Unis, tu fais de l'exécution, quoi, en gros. Donc, c'est, pour moi, c'est un raccourci sémantique que vont faire certains titres aujourd'hui de presse, de dire Apple devient Google et vend de la publicité. Non, c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est la nuance que j'apporte, hein. Oui, alors Baron Marutan, il y a eu une tentative, il y a quoi, il y a 15 ans, 20 ans, Apple avait essayé de vendre de l'espace publicitaire. Je m'en souviens, ça a été un flop magistral. C'est juste qu'Apple commence à franchir des barrières qui étaient interdites. Non mais là-dessus, Maison Harkonnen, je suis d'accord avec vous. Il y a une part de moi qui sont un peu déçu que Apple se mette au business publicitaire dans leur store. Comme s'ils n'avaient pas assez d'argent comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces entreprises qui essayent de faire plus d'argent? Moi, je dis qu'une entreprise arrivée à un certain niveau d'argent, elle devrait dire stop. On va pas gagner plus d'argent non plus. Non mais oh, je suis un peu ironique, mais je suis ironique dans les deux sens, si vous me comprenez bien. En fait, il est impossible pour une entreprise dans une économie de marché de se dire ah bah là, ça nous suffit comme argent. Sinon, elle est plus en économie de marché en fait. Euh, Après, est-ce que ça veut dire que je cautionne ça dans l'économie de marché capitaliste? C'est un autre débat. Si au moins la contrepartie c'était la baisse des prix, baisse des prix Apple, ouais, ouais. Réveille-moi quand ça arrive, hein. Bof, Apple met juste un slip gris histoire de voir s'il y a dérapage dans l'avenir. Bah après, même si aujourd'hui ils font 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires par trimestre, 10 milliards de dollars de plus, rien qu'avec l'App Store, hein, qu'est-ce qui est mieux que 90 milliards de chiffre d'affaires? 100 milliards de chiffre d'affaires. Debout, Jérôme, le prix de l'Apple TV a baissé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, ils vont rebaisser les prix de l'App Store. Après, il n'est pas impossible que Apple accepte de baisser sa marge sur l'App Store si on ne le fait pas trop chier avec ses pubs sur l'App Store. Parce qu'à mon avis, avec 10 milliards de dollars, tu peux lâcher une partie de tes 30% sur lesquels les lois antitrust les attaquent. Vous voyez le coup venir? Vous voyez comment ils sont en train de manœuvrer là chez Apple et c'est malin. Ils savent très bien que les lois antitrust des différents pays vont leur taper sur les doigts sur la situation de monopole et des 30% qu'ils prennent aux développeurs d'app. Donc Apple dit OK, si on fait plus de 30 si on fait plus les 30% sur les achats in-app qui nous rapportent 10 milliards de dollars, comment on pourrait faire 10 milliards de dollars pour pas perdre d'argent? Ah bah, si on mettait de la pub sur l'App Store. Non mais Tim, on n'a jamais fait de pub. Ouais, c'est bon. Là, c'est juste sur l'App Store, quoi. Les gens vont pas nous faire chier. Ah, mais si, les gens vont nous faire chier. On avait dit que nous, on faisait pas de pub. Oui, bah à ce moment-là, nous, on continue à prendre les 30% aux développeurs d'app. Donc, choice. Voilà, je vous ai fait une réunion chez Apple. Après, franchement, si c'est cantonné à l'App Store, ça me dérange pas. Je pense que c'est le raisonnement d'Apple. Euh, Il y a une grosse nuance quand même entre mettre de la pub dans l'App Store et se lancer dans le business de vente d'espaces publicitaires ciblés à des régies publicitaires externes. C'est vraiment
quand même hyper différents. Ben c'est quand même des malins, Apple. On peut les détester, mais il faut reconnaître qu'ils sont assez malins. Et qu'ils y tiennent quand même à leur chiffre d'affaires. Ils sont pas prêts à lâcher prise. Ils tiennent à leur croissance et ils tiennent à leur chiffre d'affaires. Ils savent qu'on va leur enlever le Lightning. Boum, MagSafe. Ils savent qu'on va leur enlever les 30% qui se font sur les achats in-app. Boum, pub dans l'App Store. Ils sont quand même assez forts. En tout cas, d'un point de vue capitaliste. On peut dire ça. Après, on peut aussi ne pas cautionner ça. Attention, comprendre, ce n'est pas accepter. Très important dans la vie de comprendre ça. Comprendre, ce n'est pas accepter. Ou après, comme tu le disais tout à l'heure, le public en a strictement rien à foutre, donc why not, ouais, effectivement. Je suis en train de regarder l'App Store sur l'iPad, j'ai toujours cru que c'était de la curation. En vrai, et ça je pense que Oleg a raison et que c'est nul, 99% des gens ne sauront même pas, alors même si c'est écrit que c'est de la pub, mais en fait s'en foutent, s'en branlent complètement. Désolé d'être vulgaire, mais il n'y a que nous pour nous offusquer de ça. Hein. Je pense. Je pense. On parle de pub et tout sur TV+. Oui, peut-être qu'ils lanceront un abonnement TV+, moins cher avec de la pub comme fait Netflix. Hein. On verra, on verra. Allez, article suivant. Parce qu'il est 9 heures, il faut qu'on parle d'HelloFresh, on a plein de choses à faire. Qui a besoin d'un iPad Pro géant? Moi. Voilà, fin de l'article. Avec les nouveaux iPad 10 et iPad Pro M2, Apple n'a jamais eu une gamme aussi complexe à appréhender. On peine à savoir si on doit se diriger vers un iPad classique, un iPad Air, un Pro ou encore un Mini. Si l'on en croit les indiscrétions relayées par la presse spécialisée, Apple travaillerait sur un iPad de 16 pouces. Ce dernier serait lancé au 4e trimestre 2023, vraisemblablement avec une puce M2, M2 Pro ou M2 Max. Enfin, il porterait la dénomination Ultra, l'iPad Ultra. Il est indiqué que cet iPad Pro 16 pouces serait destiné aux créateurs, comme les graphistes et les designers. Ce n'est pas la première fois qu'un iPad géant est évoqué. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré auparavant qu'Apple travaillait sur un iPad de 15 pouces. La dénomination Ultra sera utilisée pour ce fameux produit. Certaines personnes pourraient souhaiter un iPad géant. Les graphistes, les architectes pourraient avoir besoin d'espace supplémentaire pour travailler en collaboration avec un Apple Pencil. Les photographes, les vidéastes, les éditeurs de musique utilisant des iPads pourraient y trouver certains avantages. Et bien sûr, l'iPad géant offrirait une meilleure expérience pour regarder des vidéos ou même jouer. Le défi cependant est que lorsque les iPads grossissent, ils deviennent également plus lourds. En écho à ce que Steve Jobs, alors PDG d'Apple, a déclaré lors de l'introduction de l'iPad original, vous pourrez l'utiliser en main, en le tenant, mais pas longtemps. Vous aurez vite mal au poignet. Cela implique en conséquence que cet iPad doit être conçu pour être utilisé sur des bureaux ou des tables, ce qui suggère en soi que si vous utilisez les accessoires externes tels qu'un stylet, une souris, un clavier ou même une manette de jeu. Et on pourrait imaginer un moniteur studio display tactile avec iPadOS comme les derniers écrans PC de Samsung équipés de Tizen OS. Cela signifie que cet iPad géant pourrait finir par chevaucher un nouveau segment de marché. On se pose la question sur son positionnement entre l'iPad Pro M2, le MacBook Air M2 et les MacBook Pro. On peut finalement parier sur un prix de 1 500 € de base pour un iPad 16 pouces. Alors, est-ce qu'un iPad... Moi, je vais poser la question différemment. Est-ce qu'un iPad de 16 pouces est encore un iPad? C'est une vraie question. Parce qu'un iPad, pour moi, un des dénominateurs de l'iPad... Alors, moi-même, avec le 12,9 pouces là que j'ai, je ne le tiens pas à bout de bras pendant longtemps. C'est lourd,
et je fatigue. Mais quand il est posé sur une table, il m'arrive, ou par exemple sur mon ventre, quand je suis dans mon lit, je le tiens quand même, il ne m'appuie pas trop sur le ventre, enfin c'est soutenable. Un iPad de 16 pouces, ça va commencer à peser sur le bide, quand même. Après, vous me direz, il y a des gens qui regardent leur série avec leur ordinateur de 16 pouces sur le ventre. Donc c'est pas impossible. Après, un iPad de 16 pouces sans béquille intégrée, parce que c'est ça, un iPad nu, comme ça n'a pas de béquille intégrée, on est un peu obligé de le tenir en main. Donc est-ce que Apple va être obligé de mettre une béquille, comme les Surface, derrière un iPad de 16 pouces? La question se pose légitimement. La mobilité. Alors, plein de gens trimballent des ordinateurs de 17 pouces, 16 pouces. Il faut juste un grand sac. Voilà. Donc, un graphiste qui va vraiment bénéficier de cet espace supplémentaire pour dessiner, pour travailler, un vidéaste, un photographe, pourrait y voir un intérêt de cet iPad Ultra. Moi, c'est vrai que une surface de 16 pouces, je vois très bien ce que j'en ferais. Là, pour le coup, Stage Manager permettrait aussi d'afficher les trucs en grand. Donc, ça peut marcher. Après, bon, vous le savez, moi, mon pronostic, c'est que Apple, son premier produit portable, sera une tablette de 16 pouces qui serait pliante. Ça serait génial. Apple ne le sortira probablement pas, un truc pliant, je dirais dans les 2-3 ans à venir. Ce sera plus tard. Mais là, pour le coup, imaginez une tablette de 16 pouces pliante. Miam miam. Bah, ça se vendra, mais ça se vendra peut-être dans les milieux professionnels de graphistes, de photographes, une tablette de 16 pouces. Regarde déjà la 12,9 pouces. Pour certaines personnes que je connais, ma 12,9 pouces, c'est une hérésie. C'est beaucoup trop gros pour eux. Eux, au-delà de la 11 pouces, c'est plus un iPad déjà. L'iPad, ça. Bah, tu vois, Maison Harkonnen, pour toi, un iPad au-delà de 11 pouces, c'est plus un iPad. En plus, dans le milieu pro, il y a de l'argent. En vrai, normalement, un iPad Pro, là, pour le coup, ça fait partie des produits, pour moi, qui méritent leur titre de pro. L'iPad Pro, parce que c'est un outil professionnel. Et si les gens étaient, entre guillemets, raisonnables, il n'y aurait que des professionnels qui achèteraient l'iPad Pro. Vraiment, je le dis comme je le pense. Pour la plupart des usages personnels, après on a le droit de se faire plaisir, je suis obligé d'ajuster cette mention si je veux pas me faire taper dessus, mais en vrai, personne n'a besoin d'un iPad Pro dans sa vie personnelle. Et moi qui travaille 90% de la journée avec un iPad, parce que vous voyez aussi les choses d'un point de vue riche, opportuniste. Si j'ai un iPad de 16 pouces, je le laisse au bureau. Mais c'est pas grave. Je me prends un iPad de 11 pouces pour me balader. Si je suis riche. Exactement. Bah voilà, les riches, ils me comprennent. Euh, Après les limitations de stockage, limite beaucoup l'aspect pro. Il y a des choses, c'est pour ça qu'ils ont mis de l'USB-C hein, aussi, Apple, hein, sur les iPad Pro très vite. Naotech vous apportera des vraies bonnes solutions. Devenez riche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou montez une chaîne YouTube qui justifie que vous claquiez votre trésorerie à acheter des produits Apple. Voilà. Moi, j'ai trouvé ma solution. Euh, Deux iPads pour bien respecter l'environnement. Bon, après, en vrai, Curious, si j'ai pas d'ordinateur à côté,
Non, après Take Your Time, ça sera Take Your Argent. Take Your Moula. Si t'es riche, tu prends le 16 et le 11. Ah ben c'est ça, exactement. Exactement. Après, pour limiter le poids, j'ai des porteurs, monsieur. Je n'ai pas ces problématiques-là de la plèbe. J'ai des gens pour porter mes affaires. Très sympathique, hein, d'ailleurs. Rappel, l'atelier est entièrement chauffé aux ordinateurs, exactement. Nous, on utilise en fait nos ordinateurs comme des convecteurs. Merci Intel, hein, d'ailleurs, parce que les nouveaux Mac, ils chauffent pas vraiment, hein. C'est chiant pour se chauffer, hein. Bref, à voir ce qu'ils vont nous sortir. Est-ce qu'ils sortiront un iPad de 16 pouces? Je peux pas m'empêcher d'être hypé quand même si je sais que je vais être obligé de prendre un 30 litres chez Peak Design si j'ai une tablette de 16 pouces. Ça, c'est chiant. Ou pas. À voir. Dans les avions, ouais, mais tout le monde ne prend pas l'avion, hein, Sébastien, en vrai. Plein de gens qui prennent pas l'avion, hein. On termine avec un dernier article. PayPal prépare l'enterrement des mots de passe avec Apple. PayPal adopte les passkeys. Les mots de passe ne sont pas encore morts, mais la tombe est déjà creusée. On sait déjà le nom du dispositif qui leur succédera, les passkeys. Pas les pastèques, hein, les passkeys, clés ou codes d'accès en français. On connaît dès à présent l'un des premiers services à basculer sur ce nouveau système. Il s'agira de PayPal. Le 24 octobre 2022, le géant des paiements en ligne a annoncé commencer la prise en charge des passkeys. En fait, PayPal est l'un des tout premiers à se positionner sur les passkeys car il s'agit d'un dispositif encore très jeune. L'annonce de l'entreprise coïncide avec l'arrivée des passkeys dans l'écosystème logiciel d'Apple. Ces clés d'accès sont disponibles depuis le 24 octobre avec le déploiement du navigateur Safari en version 16.1 et l'arrivée de macOS Ventura. Pas la peine de vous presser à mettre à jour votre app PayPal France aujourd'hui, puisque le déploiement va démarrer aux États-Unis. Pour les autres pays, la société table sur un calendrier à partir de 2023. Ce sera aussi cette date que la prise en charge des passkeys sera étendue à d'autres plateformes technologiques, en l'occurrence Android et Windows. Le passkey ne sera pas limité à Apple. En tout cas, les technologies seront compatibles. Ils se sont mis d'accord là-dessus. L'arrivée des passkeys ne signifie en aucune façon la fin des mots de passe. Ça sera juste une manière supplémentaire de se connecter à votre contenu, là pour le coup de PayPal, à votre crédit, enfin à votre compte PayPal. La plateforme ajoute une solution de connexion supplémentaire au mot de passe qui se veut simplement plus simple à utiliser et plus sûr. Car les codecs ont le mérite de gommer les faiblesses courantes des mots de passe. Libre aux internautes de l'adopter ou non. Le système proposé par Apple implique des codes d'accès uniques qui restent sur l'appareil. Ils ne sont jamais stockés sur un serveur web. Ils peuvent circuler entre les différents appareils appartenant au même individu. iPhone, iPad, Mac et bientôt Android, PC, etc. via du chiffrement de bout en bout et le trousseau iCloud. Ce mécanisme les met à l'abri d'une fuite de données occasionnée par l'intrusion sur un serveur informatique, puisque vos données de connexion ne seront sauvegardées nulle part, que sur vos objets. Mais également des tentatives d'hameçonnage pour voler vos informations de connexion, l'identifiant et le mot de passe. Ils ne peuvent pas être réutilisés. Autre avantage, il n'est pas besoin de les mémoriser car ils seront liés à votre biométrie, Touch ID ou Face ID. Voilà. Voilà un petit peu sur le fonctionnement. Moi, je pense que c'est vraiment bien. Et j'espère que ça va être adopté assez vite par plein de marques. Je parle encore une fois, pas pour nous. Nous, on a une stratégie au niveau des mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe. Donc, on n'a pas trop de problèmes. Mais je vois mes parents à quel point la notion d'identifiant
plus mot de passe, c'est quelque chose de très complexe pour eux, quoi. Donc les passkeys, ça sera vraiment bien. Ouais, passkey, c'est Apple, Google, Microsoft. Meta, si, parce que là, on parle que des trois plus gros, mais il y a déjà une 60... Je crois que Meta y est quand même, hein. Il y a une soixantaine de marques qui ont signé pour le passkey, hein, déjà. Un passkey, c'est quand tu vas au sport d'hiver qu'il n'y a pas de neige. Waouh! Je m'attendais à des blagues sur Pasqua, mais c'est peut-être trop vieux pour vous. Ça permet de plus devoir cliquer sur toutes les cases qui contiennent un feu rouge. Oui, Olek, c'est la fin. Thomas Pasquy aussi, on aurait pu le faire aussi. Pourquoi tu utilises One Password si tu es dans un écosystème Apple, tu n'utilises pas le gestionnaire de mot de passe intégré? Ma maison Harkonnen, on teste quand même pas mal de produits sous Android. Donc j'ai besoin que mes passwords soient aussi dispo sur Android. Alors, en vrai, avec le trousseau de clés Apple, tu as une possibilité de les récupérer sur Android, mais c'est quand même moins bien implémenté que One Password sur Android. Donc voilà. La dernière version de Safari a déjà viré les CAPTCHA, ouais. Les CAPTCHA, pardon. Ouais, non, franchement, franchement, ces trucs, vous cochez les passages là, cloutés ou les cloches ou les. Oh, oh là 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 là, mais c'est horrible. Putain, on a vraiment des problèmes de riches, hein. Non, parce qu'il faut pas de mot de passe. Ton mot de passe, ça sera toi, ta mesure biométrique. En gros, si tu es sur ton ordi que tu veux te connecter à un site, il va te faire une demande passkey et là, il faut que tu aies ton téléphone à côté de toi. Tu feras un Face ID ou un Touch ID et hop, le site s'ouvrira sur ton ordinateur. Tu vois, c'est un mélange entre la double authentification et le mot de passe. One Password est-il mieux que Dashlane? Honnêtement, je n'ai jamais fait de test comparatif, donc je ne peux pas te répondre du tout. Nous, c'est juste que historiquement, on utilise One Password depuis hyper longtemps. Voilà, voilà. C'était le dernier article du jour. On aura peut-être le temps pour un camp de fac, je sais pas. Peut-être que je remettrai le déguisement pendant le camp de fac. Peut-être. Mais d'abord, je vais vous parler de notre sponsor. Notre sponsor HelloFresh. Et j'ai des choses à vous montrer. Car, si vous étiez là lundi, vous savez que HelloFresh, j'ai fait la commande d'une box HelloFresh. On a choisi ensemble les 3 menus de la semaine. Je rappelle le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas HelloFresh, je vais essayer de le résumer sans même regarder mes notes. Pour voir si vraiment l'offre est facile à comprendre. En fait, HelloFresh va vous proposer une série de recettes par semaine. Vous prenez un abonnement chez HelloFresh. Vous choisissez chaque semaine 3 à 5 recettes, je crois. Vous dites le nombre de personnes que vous êtes cette semaine-là. Vous dites quand est-ce que vous voulez être livré. Et en fait, HelloFresh va vous livrer tous les ingrédients pour cette recette au gramme près, c'est-à-dire exactement les quantités qu'il faut pour réaliser les recettes que vous avez choisies. Ce qui permet plusieurs choses. Ce qui permet pour ceux qui... d'abord de manger plus sain parce que vous allez manger de la vraie nourriture que vous allez cuisiner vous-même, pas des plats surgelés. Ça va être quand même beaucoup moins cher que des plats préparés, livrés. Ça s'adresse, je pense, surtout aux gens comme ça, qui ont une vie très active, qui n'ont pas forcément le temps ou qui ne veulent pas gâcher une grosse partie de leur week-end à faire des courses, qui en ont marre d'acheter des produits frais et de les jeter parce qu'il y en avait trop par rapport à la recette ou il manquait un truc. Donc en fait, c'est pour concilier le fait de j'ai envie de cuisiner des plats chez moi, mais j'ai pas envie de me taper la logistique pour préparer des plats chez moi. Je sais ce que vous allez me dire, oui mais c'est ultra polluant du coup. Non, HelloFresh ils sont très très à cheval sur ces notions-là.
Bon, ils font de la compensation, mais la compensation, on sait ce qu'on en pense. Mais ils ont pris les choses en amont, c'est-à-dire qu'ils utilisent des circuits courts. Les légumes que vous allez voir, hein, je vais vous montrer les box, sont achetés dans les régions entourant les entrepôts de HelloFresh. Et d'après eux, en tout cas c'est ce qu'ils affirment sur leur site, leur système en CO2 est moins polluant que le système de distribution des supermarchés actuels, où vous prenez votre voiture, vous allez au supermarché, vous achetez les produits qui viennent parfois de Rungis ou avec leurs emballages plastiques, etc. Vous mettez tout dans le coffre de votre bagnole et vous repartez. Pour HelloFresh, et d'après les études qu'ils ont fait, ça, c'est plus polluant que leur système. Après, est-ce qu'ils ont des prêts? Allez leur demander. Voilà, tout ce que j'ai envie de dire. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer effectivement. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui. Voilà, j'ai reçu donc ma box hier soir. Alors, j'ai reçu effectivement les 3 recettes. Je vais les ouvrir. Et voilà comment ça se présente. Je vous montre brut. J'ai décidé de vous montrer les choses telles qu'elles étaient. J'ai pas embelli les choses. J'ai reçu en fait 3 sachets papier pour les 3 recettes avec les ingrédients classés dans chacun des trucs. Et j'ai reçu, alors ça effectivement c'est ce que je disais la dernière fois, j'aurais préféré recevoir les recettes sur mon iPad qu'en version papier, j'ai pas besoin de la version papier, faudrait qu'il y ait l'option, mais on reçoit donc une fiche recette pour chacun des 3 plats que j'ai reçus, avec les ingrédients qui sont fournis. Il y a quelques ingrédients genre sel, poivre et ce genre de choses qu'il faut avoir quand même chez vous. En gros, il vous faut de l'huile d'olive, du beurre, du sel, du poivre et quelques petits trucs, mais rien de... Enfin, la base de ce qu'il faut. Je vous montre là de manière un petit peu plus... j'ai sorti tous les composants. Donc j'ai mes gousses d'ail, j'ai mes sauces, j'ai mon oignon. Alors tous les légumes n'étaient pas emballés à part les pommes de terre. Donc pas d'emballage plastique sur les légumes. Ça c'était bien. Alors bien évidemment la mâche, je crois que c'est de la mâche, elle est quand même dans un sachet plastique. Mais ce que je peux vous dire, j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir plus d'emballage que si j'avais acheté au supermarché. Peut-être éventuellement sur les fines herbes, moi j'ai de la coriandre sur mon balcon, donc j'aurais pu récupérer ma coriandre. Mais globalement, j'ai pas trouvé qu'il y avait de suremballage. Et je le dis honnêtement, c'était ma grande frayeur, c'est que oui, c'est peut-être de la roquette, pas de la mâche. Ma grande frayeur, c'était qu'il y ait du suremballage en fait. Et en fait, pas tant que ça. Les plastiques utilisés, il y a un maximum de produits. La salade a l'air en fin de vie. C'est pas une salade que tu vois au fond. C'est pas une salade. Attends, je vais remontrer parce que oui, c'est pas une salade. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas une salade. Le sachet d'aromatique, c'est un peu bête. Alors, il y a un truc quand même, THS. Je pense que HelloFresh le dirait mieux que moi. Il faut pas oublier qu'en France, il y a des règles sanitaires quand tu envoies des produits. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que s'ils pouvaient, les fines herbes, ils nous les enverraient comme les légumes, sans emballage. Mais je pense qu'ils n'ont pas le droit de le faire pour conserver une chaîne de fraîcheur. C'est pareil avec le pain. Je suis à peu près sûr que le pain, mais pour des raisons sanitaires, tu ne dois pas avoir le droit de livrer le pain sans un emballage. Après, je suis d'accord avec certains ayatollahs. Euh, Si vous voulez vraiment pas d'emballage, il faut tout acheter au marché. Mais là, par rapport à un achat de supermarché, franchement, soyez honnête avec vous-même. Mettez sur la table comme ça tous vos achats du supermarché que vous avez fait. Merde. Tous vos achats du supermarché que vous avez fait la semaine dernière et comptez-moi le nombre d'emballages que vous avez.
Et je pense que le pain de froid qu'il livre, c'est ce que je montre effectivement. Non, mais c'est bien que vous ayez l'œil et que vous ayez l'œil critique. Effectivement, on le voit là en bas de l'image, il y a un pain de froid en fait. C'est comme un glaçon dans un sachet. C'est pas comestible, c'est un produit chimique. Ils sont obligés, je pense, pour des raisons sanitaires. Je pense, hein. Après, ça serait à confirmer avec eux. Est-ce qu'ils sont obligés de mettre ce pain de froid ou pas? Euh, Après, oui, t'écrivent bien sur le pain de froid qu'il faut le garder, que ça peut te servir quand tu te fais des bobos ou quand tu pars en pique-nique. Après, ce que j'aimerais voir, moi, avec HelloFresh, est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, ces pains de froid, si je suis HelloFresh depuis un an, est-ce qu'il y a un moyen de leur rendre, en fait? C'est livré par Chronofresh, ouais. Il est toujours pas là. Il est toujours là, le pain de froid. Il n'est pas toujours là. Ok, Mokona, qui connaît HelloFresh, qui utilise, nous dit il n'y a pas toujours, il y a pas toujours ce pain de froid en fait. Donc ça dépend. C'est parce qu'il y a les crevettes. D'accord. Ok, c'est spécifiquement pour les crevettes qu'ils sont obligés de mettre un pain de froid. Ah non, mais pour les crevettes, il y a du poisson, ouais. C'est pour ça. Alors, les baguettes, tu peux dire, mais pourquoi ils ont mis du pain? C'est qu'une des recettes que j'ai prises, c'est une recette de fast-food. C'est des sandwichs italiens. Effectivement, honnêtement, c'est peut-être pas la recette la plus écolo. Et c'est vrai que le pain, c'est quand même pas le truc le plus compliqué à acheter. Euh, j'ai voulu tester. Il faut savoir quand même que sur leur site, tu as aussi un classement écologique de CO2 de leurs recettes. Donc si tu es très à cheval, et j'ai l'impression que certains d'entre vous, et c'est bien d'avoir l'esprit critique, sont très à cheval sur le CO2 de ce qu'ils mangent, sachez qu'il y a des recettes, et ils ont même classé énergétiquement leurs recettes. Celles qui vont demander le moins d'énergie pour les faire chauffer, et ce genre de choses. Je le rappelle, hein, ce que vous voyez au fond là, le truc vert, ce n'est pas de la salade, hein. Je crois que c'est les tiges qui vont me servir. C'est pas non plus du céleri. Je sais plus ce que c'est, mais voilà, voilà. C'est du chou calé. D'accord, merci. Chou calé. Alors, je suis d'accord avec toi. J'aime bien qu'on prenne le temps de parler, hein. Désolé, Samuel, mais c'est bien qu'on parle de nos sponsors et tout ça. J'aimerais bien pouvoir décocher certains ingrédients. Je le dis d'ailleurs, si HelloFresh m'écoute. Par exemple, de la coriandre, j'en ai chez moi. Puis en vrai, j'aime pas la coriandre. Enfin, j'aime un tout petit peu de coriandre. Si je pouvais décocher certains aliments pour pas qu'ils me les livrent, quitte à payer le même prix, je m'en fous, mais juste pour des questions écologiques. Tu vois, le pain, c'est pareil. En plus, franchement, j'ai des gros doutes que leur pain sera meilleur que le pain de mon super boulanger. Donc à la limite, le pain, je préfère l'acheter moi-même. Si je pouvais décocher, euh, si je pouvais décocher certains ingrédients, ça serait cool. Alors, je vous montre un dernier truc, c'est effectivement les recettes. Elles sont vachement bien faites, je trouve. D'abord, il y a des photos, enfin, c'est chiadé hein, quand même. Vous avez tous vos ingrédients en photo et tout. Et surtout, vous avez ce QR code. Si jamais il vous manque un ingrédient, pas la peine de chercher le SAV, gueuler, machin et tout. Vous scannez la recette et ça va vous amener direct à l'endroit où vous pouvez dire il m'a manqué tel ou tel ingrédient. Je crois savoir que si vous manque un ingrédient, il y a un remboursement. Parce qu'en gros, vous n'avez pas pu faire entièrement la recette. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Parce que c'est évident qu'il y aura... Là, moi, il y a zéro erreur. J'ai vérifié tous les ingrédients, tout m'a été bien livré, même les petites gousses d'ail. Là aussi, les gousses d'ail, j'aurais aimé décocher parce que j'ai toujours de l'ail chez moi, j'ai toujours des oignons. Moi, mes basiques, je les ai toujours. Il y a toujours des oignons, de l'ail chez moi. J'ai une plantation avec du persil, de la ciboulette, de la menthe, du romarin. Qu'est-ce que j'ai?
Enfin bref, j'ai des herbes aromatiques, quoi. Euh, J'ai envie de me reprendre une box sans sponsor, parce que c'est pas dispo pour moi, mais j'en ai vraiment envie. Bah, en tout cas, vous avez à votre disposition, si vous voulez tester. Moi, on va vous montrer sur Instagram. Donc, suivez bien le Instagram Nowtech Team. Je vous montrerai les résultats. Je vais cuisiner ça. Euh, Pas forcément ce week-end ou un peu ce week-end. J'ai trois plats à réaliser, je vous montrerai les résultats et si ça a été facile à faire. Ça se passera sur notre Instagram. Mais en tout cas, si vous voulez faire l'expérience de prendre vos premières box, vous avez jusqu'à 80% de réduction en utilisant notre code promo. Alors, si vous aimez la chaîne et que vous n'êtes pas encore chez HelloFresh, utilisez notre code promo. Ça nous rend service, bien évidemment. Hein, c'est bon pour la chaîne. Notre code promo, c'est POGHE 2LO FR 499. Vous pouvez utiliser aussi le lien qu'on vous met dans le chat. Donc POG Hello FR 499. Si vous êtes dans le chat et que vous avez raté l'info, vous faites point d'exclamation HelloFresh. Ça vous redonne le code, ça vous redonne le lien. Nous, entre guillemets, j'ai envie de dire, essayez. Si certains d'entre vous achètent tous les produits au marché, je ne veux pas me battre contre vous, vous avez raison. C'est l'endroit où vous aurez le moins d'emballage. Sauf que si vous voyez après un marché tous les emballages qui sont laissés dans la rue, ça se discute. Mais quand même, vous avez raison. D'un point de vue personnel, c'est imbattable de faire ses courses au marché. Maintenant, ceux qui me disent qu'il y a plus d'emballage que dans mes achats au supermarché, je ne vous crois pas. Parce qu'il n'y a pas de suremballage. Je n'ai pas constaté de suremballage. Ouais, elle est pas mal, ma huile. Alors, j'en ai de la meilleure encore, de l'huile d'olive. Mais ça, c'est mon huile d'olive, on va dire, quotidienne. Si je suis un peu d'accord, j'aurais préféré un autre code promo. Mais on n'a pas toujours le choix avec les codes promo. Au marché, les produits sont pas forcément locaux, il faut faire bien attention. Il y a ça. Là, la garantie que prend HelloFresh. Alors après, vous pouvez dire c'est des menteurs. Ça, c'est un choix de vie que vous pouvez avoir. De croire que tout ce qu'on vous dit, c'est des mensonges. Mais HelloFresh travaille énormément sur les circuits courts. Les circuits courts, c'est que, a priori, mon poireau, mes pommes de terre viennent d'Île-de-France. C'est la garantie que prend. Voilà, mes pommes de terre ne viennent pas de Bretagne. À Toulouse, on a un drive sans emballage. Tout... Oui, mais à Paris aussi, on a de plus en plus de boutiques où tu vas avec tes propres trucs et tu remplis. Je vais vous dire un problème que j'ai eu dans cette boutique-là. Parce que nous, on est plutôt partisans de ce genre de trucs pour des gâteaux secs, des trucs comme ça, y aller avec nos bocaux et les remplir en magasin. Seul problème, c'est que dans ces magasins-là, aucune indication sur les valeurs nutritives des produits qu'ils proposent. Et moi, ça me va pas. J'ai besoin quand même d'indications sur les valeurs nutritives. Donc je veux bien ne pas avoir d'emballage, mais j'ai aussi besoin quand même d'indications. Et il devrait au moins avoir un classeur. Et là, pour le coup, je vais pas dire qui c'est parce que je vais leur faire une mauvaise pub. Mais je sais même pas si c'est légal de ne pas avoir les origines du produit. Moi, je regarde énormément maintenant les indications nutritionnelles, quoi. Euh, La Copa, elle vient aussi d'Île-de-France. Soyez pas. Enfin, c'est bien hein, d'avoir l'esprit critique. Après, il faut pas avoir l'esprit débile. Enfin, débilement critique. Je pense pas que la Copa vienne d'Île-de-France. Bien évidemment. Je pense pas que l'huile de soja, elle est fabriquée à Saint-Denis. Euh, voilà, c'est juste quand on parle de circuits courts, ils essayent d'optimiser les circuits les plus courts possibles. Je me doute bien que les crevettes, elles n'ont pas été pêchées dans la Seine. Sinon, c'est hors de question que je la bouffe, ce Hello Fresh. Donc, c'est bien hein, d'avoir l'esprit critique.
Franchement, je ne peux encourager que ça, même si on vous propose un sponsor, que gardez l'esprit critique. Après, la critique pour la critique et juste pour écrire quelque chose de malin dans le chat, euh, en fait, c'est contre-productif aussi. Nous, on a accepté l'eau fraîche parce que, peut-être naïvement, mais on croit à leurs promesses. On va tester pour voir si c'est bien. Économiquement aussi, on va comparer, nous en tant que couple, on va comparer par rapport... Parce que nous, on a ce problème, je vous le confesse, ça me rend malade, et Marion aussi, de jeter de la nourriture. On mange même quand il y a de la moisissure, nous on gratte et on mange. On a été éduqués comme ça. Mais néanmoins, notamment avec les légumes, souvent le week-end, on se dit on va acheter des légumes, on va cuisiner. Moi, je cuisine le week-end, je fais des plats avec des légumes frais. Arrive la semaine où je dis on va aussi faire des plats. Et là, moi, je termine à 8 heures du soir. On a trop de boulot. La salade, ben, elle cuit dans le frigo. Il y a des trucs qui perdent leur fraîcheur. Ou alors, on a trop de quantité, en fait. Parce que moi, j'ai pas toutes mes recettes en tête non plus. Et je dois, après, oui, si j'étais une bonne ménagère, je prendrais toutes mes recettes pour la semaine avec le poids exact de carottes qu'il me faut pour la semaine, etc. Si j'étais une bonne ménagère. Je suis pas une bonne ménagère. Donc, une solution qui me permettrait d'avoir exactement les quantités qu'il me faut pour cuisiner au moins 3 plats frais dans la semaine, c'est une offre qui m'intéresse. Voilà. Oui, un bon ménager, pardon. Oui. Donc voilà. Un frigo de qualité fait beaucoup aussi pour les légumes. Oui, mais non mais franchement, on n'oblige personne. Moi, je pense que c'est surtout intéressant pour des gens. Chassons un peu le débat écologique parce qu'il y a un moment où manger, c'est pas écolo, les gars. Voilà, on peut le dire. Euh, mais sur le côté pratique et coût, moi, je pense que ça s'adresse énormément à des gens qui... et c'est pas de la flemme, arrêtez de croire que les gens ont la flemme. Franchement, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que 35 heures. Il y a des gens qui ont pas forcément envie de passer un quart de leur week-end à faire des courses. Et du coup, ils vont commander des plats tout faits. Ce qui, là, pour le coup, économiquement et en qualité gustative et nutritionnelle, c'est pas top non plus, quoi. Euh, non, manger, c'est pas écolo. L'agriculture n'est pas écologique, dans l'absolu. Si on voulait vraiment manger écolo, on irait juste déterrer des racines, prendre des baies et chasser un peu, quoi. Bref. Donc, je sais que certains d'entre vous utilisent HelloFresh et en sont plutôt contents. Euh, Nous, ce qu'on vous dit juste, c'est peut-être d'essayer. Et comme ça, vous verrez au niveau économique si ça vous coûte plus cher que ce que vous faites d'habitude. Et je n'ai aucun doute que des gens arrivent à manger pour 2 euros par assiette. Avec HelloFresh, on est plus dans les 8 euros. J'ai aucun doute que vous y arrivez, tant mieux pour vous. Je pense par contre qu'il y a des gens qui mangent pour beaucoup plus que 8 euros l'assiette en commandant des plats. Et c'est pas top, quoi. Bref, voilà, on a fait un long moment sur HelloFresh, mais je pense que c'est bien qu'on parle de nos sponsors, qu'on prenne un peu le temps. Et encore une fois, si vous trouvez ça naze, on vous oblige absolument pas à passer chez HelloFresh. On vous dit peut-être essayer pour certains. Voilà. On nous dit Naloari, bonjour pour ma part, ça fait plus de 6 mois que nous sommes HelloFresh, 5 repas pour 4 personnes. Les repas sont très bons, cela facilite beaucoup la vie. Pas de course à faire, pas de gaspillage, c'est équilibré, nous on est convaincus. Bon bah voilà, un client satisfait.
Franchement, j'ai essayé sur plusieurs semaines et j'ai kiffé. Lost Bank, ok. Moi, je teste, comme ça, je pourrais critiquer ensuite. Non, mais tout à fait, voilà. Moi, c'était important que je m'exprime sur les emballages. Je trouve qu'il y a trop d'emballages. Mais au même titre que quand je reviens du supermarché, ça me rend malade le nombre d'emballages qu'on a. Et non, j'ai absolument pas le temps et la possibilité de faire toutes mes courses au marché sans emballage. C'est impossible pour moi, les gars. Sinon, il faut que je change de métier. Voilà. Je je sais pas quoi vous dire d'autre. Non, on n'aura pas le temps pour une tartine. On va faire comme... Oh putain, il est déjà 9h40. Bon, un très court corn fac. S'il y a encore des questions sur HelloFresh, eh ben, ça sera un corn fac HelloFresh. Hello Jérôme, le gros problème de ce genre de solution, c'est le prix. Même à Paris, en allant chez le boucher, relais producteur, c'est plus économique, mais effectivement, tu passes 2 heures dans ton week-end. Il y a ça aussi. Et donc, je vais pas le faire. Je vais pas aller chez mon boucher. Donc, finalement, est-ce que pour les circuits courts, économiquement, ça vaut pas le coup? Il y a tout un tas de questions à se poser. Allez, je remets Baba Yaga quand même pour les petites questions de la fin. Et après, putain, non, il faut vraiment que j'y aille. En fait, j'ai oublié, mais j'ai un rendez-vous à 10 heures. Donc, déguisement, deux, trois questions, et let's go. Hop. Et j'ai prononcé... Merde. Et j'ai prononcé son nom, on est maudit. J'ai coincé mes lunettes dans les cheveux. On est foutu. Eh, remarque, c'est rigolo comme ça aussi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Ça ne ressemble à rien avec le masque sur la perruque. La pire sorcière du monde. J'ai dit le nom. Nous sommes maudits. Je ressemble à rien là. C'est vraiment le déguisement raté. Hein. C'est vraiment de mieux en mieux ici. C'est le chanteur d'Aerosmith. Oh putain. Ah, je mourus. C'est nickel. Top. Top, top, top. Il n'y a pas mieux. Et mon chapeau. Je vois rien. Je peux même pas regarder vos questions. Hein. Donc je crois qu'on va se quitter là-dessus. Hein, je pense que c'est bien. C'est encore plus effrayant, je suis assez d'accord. Parce que j'ai un mélange de cheveux. En fait, ça fait un peu cheveux-barbe. Vous voyez, si j'attachais les cheveux comme ça, là, je suis dans une grande barbe. C'est le déguisement. Alors oui, ce déguisement n'est absolument pas écologique. Hein. Les cheveux, c'est du pur pétrole. Hein, on va le dire, mais mes couettes sont en pur pétrole. Ceci est du caoutchouc où on a probablement exploité de manière odieuse. Non, mais en vrai, je veux pas non plus faire le mec qui se moque. C'est bien hein, qu'on ait des principes et qu'on les applique. Moi, je regarde de plus en plus la provenance des choses. Mais faut pas qu'on tourne en rond non plus. Le père Fouras, quand il était jeune, exactement. Hein. Elle a pris Geneviève de Fontenay. Euh... You shall not pass. Alors j'ai un meilleur déguisement pour Gandalf. Je vous ferai l'année prochaine. J'ai du mal à écouter un truc sérieux habillé comme ça. Mais c'est clair. Vous imaginez si j'avais fait le mug entièrement déguisé. HelloFresh là, tout le débat qu'on a eu passionné sur HelloFresh avec un déguisement pareil, ça marcherait pas du tout. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween. Je vous quitte. Je suis à la bourre. Il faut que je sois quelque part dans Paris à 10 heures. Ça va être très très chaud. Je vais essayer d'être prudent sur la route à pied. On va lancer un raid, le raid d'Halloween. Nous allons aller chez Bastille. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir l'ami Bastille. Je vous envoie chez Bastille. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Lundi, il y a le pont. Ça va être Guillaume normalement qui vous fait le mug. Faut que je vois avec Guillaume. Je vais voir si on va pas faire un mug un peu plus tard. Parce que j'ai pas envie que Guillaume se lève trop tôt. On va voir. Il y aura probablement un mug lundi. Mais nous, on fait un peu un semi-pont télétravail.
Donc voilà. Mardi, par contre, il n'y a pas de mug, puisque c'est férié, mardi. Et donc, moi, je vous retrouve mercredi pour le mug normal. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous à tous. Il va y avoir une vidéo ce week-end, normalement, qui va arriver sur la chaîne. On va dire que c'est la vidéo d'Halloween. Et je m'excuse par avance. Je vous en dis pas plus. Je vous fais des très gros bisous. Bon Halloween. Passez un bon week-end. Hop, c'est parti. Ciao tout le monde.